Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je voulais filmer initialement avec mon appareil photo, mais j'ai oublié le chargeur, donc sans chargeur l'appareil photo ne sert à rien, donc ce sera avec mon téléphone. Bon, je ne fais pas une vidéo pour vous parler de ça, mais pour rebondir sur des commentaires que j'avais eus dans ma vidéo sur les locuteurs natifs, c'est-à-dire les conversations avec les locuteurs natifs et faire attention parce que les locuteurs natifs ne sont pas forcément des profs. Et j'ai eu des commentaires très intéressants qui disaient en substance qu'il arrivait que les locuteurs natifs fassent des fautes. Et je voulais rebondir là-dessus et parler plus généralement du concept de faute dans l'apprentissage d'une langue. Donc pour commencer, pour bien savoir de quoi on parle, on va se demander qu'est-ce qu'une faute, qu'est-ce qu'une erreur. Donc pour nous, ça va être une déviation par rapport à une norme sur une langue, et cette déviation va sembler incorrecte à un locuteur natif. Et des fautes, il y en a plein, on va pouvoir faire des erreurs de grammaire, de syntaxe, de conjugaison, de prononciation, bref, on a 1001 occasions de se planter, donc les fautes sont omniprésentes et il est normal qu'à un moment ou un autre, on commence à en avoir peur. Et face à ces fautes de langue, il va y avoir, disons, deux approches fondamentalement différentes. La première, ça va être l'approche académique. Il ne faut pas faire de fautes, les fautes c'est mal. Il faut attendre de bien parler pour pouvoir s'exprimer, comme ça on évite de faire des erreurs. Ça c'est une première approche. Et la seconde approche, ça va être l'approche plus audacieuse qui va dire en substance, faites des fautes, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Alors moi personnellement par rapport aux erreurs j'ai une position qui est intermédiaire parce que ni l'un ni l'autre de ces deux extrêmes ne me satisfont. D'un côté il y a l'approche très académique, il ne faut pas faire de fautes, qui va être source de paralysie, et c'est souvent le problème des Français avec les langues, c'est parce qu'ils ont tellement l'impression qu'ils vont faire plein de fautes qu'ils n'osent pas parler. Et j'ai même remarqué le phénomène inverse chez les étrangers qui parlent le français et qui ne vont pas oser parler en français de peur d'être jugés parce qu'ils ont intériorisé le fait que les Français sont impitoyables avec les fautes et qu'il ne faut pas en faire. Et c'est une approche qui pour moi ne marche pas parce que pour parler une langue, il faut pratiquer et en pratiquant on fait des fautes. Donc si on attend le moment où on ne fait plus de fautes pour commencer à parler, ça ne marche pas dans la réalité, c'est totalement théorique, c'est pas possible. Donc cet extrême-là, on va le mettre à la poubelle. L'extrême inverse, c'est l'approche vraiment désinvolte, on s'en fout, on fait des fautes. Ça ne me satisfait pas non plus parce que ça va mener à l'à peu près. Parce que dans les premières semaines, évidemment, on n'a pas beaucoup de vocabulaire, donc on va bricoler un peu avec la langue. Mais si on reste dans une approche, je m'en fous de la grammaire, c'est pas important, j'apprendrai sur le tas, il va manquer une structure qui fait qu'on ne va pas arriver à former soi-même ses propres phrases, on va manquer de correction, on va toujours hésiter. Bref, il va manquer un cadre solide pour l'esprit pour pouvoir arriver à former des phrases, et ça ne me satisfait pas non plus. Donc, arriver à trouver entre les deux un juste milieu. Et par conséquent, ma vision, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de faire des fautes. Vous allez voir la différence, c'est que je ne vais pas vous dire faites plein de fautes, c'est pas grave, il faut être rigoureux. Et de l'autre côté, si vous faites des fautes, c'est pas un problème, mais en tout cas il faut pratiquer, c'est ça l'essentiel. Et surtout, débarrassez-vous de la peur de faire des fautes. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est que les fautes, vous allez en faire mais un sacré paquet, par dizaines, centaines, milliers si vous y passez des années. C'est inévitable. Même les étrangers qui parlent très bien français, il arrive qu'à un moment ou un autre, ils se trompent sur un genre ou sur une conjugaison. Voilà, c'est quasiment inévitable. Et dites-vous que c'est comme n'importe quel autre domaine. Mettons la cuisine, si vous voulez faire, je sais pas, que ce soit la blanquette de veau, des pizzas, des sushis ou je sais pas quoi. À votre premier essai, si vous en avez jamais fait, il y a de très fortes chances pour que ce soit vraiment dégueulasse, pour que ça soit juste raté, que vous soyez déçu parce que ça ne correspond pas à l'idée que vous en faisiez. Puis après vous allez refaire un plat, ça va être un petit peu meilleur, puis un autre, après ça va être relativement pas mal, et à force, pendant des années, vous allez perfectionner la recette, et à la fin vous allez devenir un cordon bleu, et vos amis ne vont pas comprendre comment vous avez réussi à faire aussi bien, mais en fait ce sera juste par la pratique, et vous aurez simplement accepté de passer par plusieurs étapes intermédiaires imparfaites. Et le secret pour passer par ces étapes intermédiaires et s'améliorer, c'est de se faire corriger tout simplement, c'est-à-dire de parler le plus possible avec des vraies personnes, à l'écrit, à l'oral, etc. et de demander des corrections. Et c'est là que les difficultés commencent parce que pour l'immense majorité des gens, se faire corriger, c'est assez intimidant parce que voilà, vous formez une phrase, vous êtes content, vous avez l'impression que vous êtes super compréhensible et là, la personne va vous dire là par contre ça va pas, là par contre ça va pas, là par contre ça va pas, voire va vous avouer qu'elle n'a absolument rien compris. Donc c'est un passage obligé, un passage difficile qui est désagréable, mais il n'y a pas d'autre solution, il faut passer par là. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver des locuteurs natifs qui soient assez honnêtes, avec qui on ait des atomes crochus, qui soient vraiment amicaux avec nous, parce que comme ça, il va y avoir une relation de confiance où la personne va nous aider au lieu de juste nous juger. Et vraiment, quand vous apprenez une langue, laissez tomber votre ego.
Acceptez pour le coup de parler comme un enfant. Si vous faites des fautes, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Même les meilleurs, quand ils commencent une langue, ils font des fautes, et même beaucoup plus loin dans leur apprentissage. C'est inévitable, donc lâchez du lest, laissez tomber votre ego à ce niveau-là. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous vous braquez, si vous avez l'air tout démotivé quand une personne vous corrige, après elle va plus oser parce qu'elle va pas avoir envie de vous vexer. En plus, il y a des cultures où c'est très mal vu de reprendre. Donc si vous me donnez des réactions négatives quand vous vous faites corriger, les personnes vont avoir peur par la suite de vous aider et vous allez moins progresser parce que vous aurez moins de retours sur ce que vous faites et vous aurez moins d'occasions de vous améliorer. Donc remerciez à chaque fois une personne quand elle vous corrige, encouragez-la à le faire et ça se passera beaucoup mieux. Donc pour dire ça de manière plus courte, au lieu de tomber dans le cercle vicieux, vous vous démotivez et vous démotivez les personnes qui vous aident, rentrez dans un cercle vertueux où vous allez vous faire aider et encourager les gens à vous aider. Et pour ça, il vaut mieux poser un cadre, il vaut mieux poser des règles. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous faites absolument aucun cadre, les gens ne sauront pas à quel moment ce sera bienvenu de vous corriger. Alors que si vous dites à l'avance, si vous définissez un peu des règles du jeu à l'avance, les gens oseront plus, n'auront pas peur de le faire, et ça va créer ce climat de confiance. Et ce qui va se passer si vous faites bien les choses, c'est que ça va enlever tout le côté émotionnel parce que vous n'allez pas tomber dans des situations où l'autre personne se dit « Ah bah non, si je lui dis que c'est faux, il va se vexer » ou alors si vous vous vexez, ça va un peu jeter un froid. Vous enlevez tout le côté émotionnel en posant ces règles et comme ça fait vraiment un cadre de travail qui est sérieux. On enlève toute la partie ego et on avance. Pour vous donner des exemples sur le fait de se faire corriger, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre niveau, de vos objectifs, vous pouvez par exemple dire « Si je fais une faute, ne me corrige pas. Si je la fais 3 fois de suite dans la même conversation, fais-moi remarquer. » Ou alors note mes fautes et fais-moi remarquer mes fautes à la fin. Et comme ça, vu que ce sera déjà réglé à l'avance comme du papier à musique, il n'y aura pas ce genre de situation dont on parlait avec « j'ose pas le corriger, j'ai peur de le vexer ». Et maintenant, on arrive à ce qui m'a inspiré cette vidéo, les fautes commises par les natifs. Parce que oui, évidemment, il n'y a même pas besoin de s'intéresser aux langues étrangères. Il suffit de regarder les fautes que font les Français pour se dire qu'une personne qui essaye d'apprendre le français à leur contact risque de prendre de sacrées mauvaises habitudes. Par exemple, pour vous dresser un petit tableau des horreurs, on va trouver que je voie, qu'il croive, j'ai mangé, écrit ER, si j'aurais. Voilà, il y a plein de choses que les Français peuvent enseigner sans le vouloir à des étrangers qui sont absolument fausses. Donc, concernant les fautes des natifs, je vais en faire 2 catégories. La première catégorie, ça va être les fautes qu'on va juger inacceptables. C'est pour ça que je vous parlais au début de la vidéo de déviation par rapport à une norme qui est jugée incorrecte. Donc il va y avoir des choses comme j'ai mangé ER qui ne seront jamais jugées acceptables ou du moins pas à notre époque, peut-être plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas ça ne marche pas. Donc ça, il faut faire très attention et c'est pour ça qu'il faut aussi se baser sur des supports de confiance, apprendre de la grammaire parce que voilà, c'est pas inutile la grammaire, c'est ça qui sert aussi à faire la différence entre plusieurs nuances et à faire la différence entre ce qui est juste et faux. Par exemple en anglais, vu que l'anglais a une prononciation très complexe, les anglophones font pas mal de fautes. Pour vous donner un exemple, il y a le it is, c'est, qui est souvent contracté en it's. Donc it apostrophe s. Mais souvent, nos anglophones vont écrire « it's », donc « its » tout attaché. Mais ça, ce n'est pas « it is », c'est la possession, son. Donc ça, c'est une faute qui est très souvent faite, donc il va falloir apprendre à la repérer pour ne pas prendre cette habitude. Et à l'inverse, il y a des fautes qui sont plus acceptables. Par exemple, en français, si je voulais enseigner à un apprenant du français, du bon français, je dirais « je ne vais pas au cinéma ». Mais la majorité des Français vont dire « je vais pas au cinéma », voire « je vais pas au cinéma ». Donc la phrase « je vais pas au cinéma » par rapport à du français écrit de haute qualité est considérée comme fausse. Et c'est comme ça que nous autres francophones, on va parler l'immense majorité du temps, il n'y a rien à redire là-dessus. Et pareil, si je prends des exemples de l'anglais, il y a le « who » et le « whom », sachant que très souvent le « whom » est omis par les anglophones au profit du « who ». Par exemple, on va dire « for whom »,« with whom ». Mais les anglophones vont souvent dire « for who, with who ». Donc c'est faux selon la bonne grammaire anglaise, mais bon, il faut s'y habituer parce que beaucoup d'anglophones vont utiliser ces structures. Pareil avec la préposition à la fin, c'est considéré souvent comme fautif de mettre une préposition du style « who do you walk with », alors qu'il faudra dire « with whom do you walk ».
Mais souvent, c'est la première structure qui va être employée par les anglophones. Donc même si les grammariens vous diront qu'elle est fautive, faut la connaître parce qu'elle fait partie de l'univers. Donc si vous voulez faire la différence entre les fautes vraiment inacceptables et les fautes acceptables, je vous conseille tout simplement de choisir des partenaires linguistiques qui ont des connaissances solides dans leur propre langue. Mais il y aura toujours un moment où vous ne pourrez pas leur demander la lune, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo sur les locuteurs natifs de base ne sont pas des professeurs. Et même par exemple moi qui parle bien français, qui a un niveau très correct de français même écrit, sur certaines nuances, sur certaines graphies d'expression, je ne suis pas sûr. Par exemple, autant pour moi, je n'ai absolument aucun élément qui me permet de pencher vers l'un plutôt que l'autre. Et pour terminer sur cette vidéo, une autre chose qu'on peut relever qui n'a pas trop une faute, ça va être les régionalismes, les particularismes que les locuteurs vont penser plus universels qu'ils ne sont réellement. Par exemple, les gens du sud-ouest que je connais, au lieu de demander un sac plastique, vont demander une poche plastique. Et si vous ne connaissez pas, ça va sans doute vous surprendre. Et il faut faire attention à ce genre de choses parce que ça peut être bon à connaître, parce qu'il n'y a pas que la langue standard de la capitale dans la vie. Il faut faire attention à ne pas l'utiliser à tort et à travers partout. Par exemple, si vous allez en Autriche ou dans le sud de l'Allemagne, les gens vont souvent vous dire Grüß Gott pour dire bonjour, mais si vous l'utilisez dans le nord de l'Allemagne, ça va être un petit peu comique. Et même, il y a aussi des mots d'une même langue qui, d'un pays à l'autre, peuvent prendre un sens un petit peu étrange, voire grivois. Donc, ayez aussi ce recul et de bien connaître votre vocabulaire et de bien connaître ses emplois. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est n'ayez pas peur de faire des fautes. Décomplexez-vous, si vous en faites, faites-en, mais dans tous les cas, créez-vous un cadre dans lequel vous pourrez vous faire corriger, et comme ça, vous allez pouvoir progresser sur ces erreurs, au lieu de juste bêtement les faire, et au bout d'un moment, gagner en correction. Et n'ayez pas peur non plus des fautes des natifs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a par exemple en France une académie française qui va fixer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, mais en réalité, les fautes, ça fait partie de l'évolution d'une langue. Parce que par exemple, dans 100 ans, je ne sais pas si dire après que plus le subjonctif, ça sera toujours faux parce qu'en réalité, l'immense majorité des gens maintenant disent après que je sois, alors que dans la bonne grammaire française, c'est considéré comme faux. Ça va sans doute évoluer. Évidemment, les gens font des erreurs et il faut aussi savoir ne pas les reproduire pour pouvoir se faire accepter dans un cadre professionnel, académique. Mais ça fait aussi partie de la langue, c'est les évolutions, les variations. Mais voilà, on oublie souvent que dans pas mal de langues, il y a des fautes qui deviennent des normes. Par exemple, en chinois, il y avait des scribes qui avaient mal appris leur caractère chinois et après, qui les avaient transmis, et plus tard des scribes les ont codifiés comme une norme, alors qu'à la base c'était des fautes, donc les fautes peuvent devenir une norme. Donc dans tous les cas, continuez à pratiquer, soyez rigoureux pour éviter les fautes, et en tout cas sachez que je suis en train de préparer une formation sur la conversation écrite et orale avec des locuteurs natifs, parce que c'est un outil qui est très très puissant, mais qui est souvent trop peu ou mal utilisé. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille de continuer à me suivre tout simplement, et je pense que ça pourra aider vraiment pas mal de monde. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc s'il vous est déjà arrivé de voir des erreurs grossières chez des locuteurs natifs, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Et vous pouvez cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne et télécharger le guide Les 4 piliers en cliquant sur le lien dans la description. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt, salut!